Salut tout le monde. Bonjour à tous. Oh putain, Ten Green. Bonjour. Ah bah voilà, un peu plus de politesse. Dragon Hunter, 18 mois, merci beaucoup mec. Bon week-end à tous. Ouais, j'allais pas dire bon dimanche, mais c'est bon presque, bon samedi. Bonne nouvelle news spatiale, hein. Il y a de la news, hein, comme d'habitude. Hein. Il y a de la bonne news en plus. Hey, 17 mois, putain, ça fait beaucoup tout ça. Hein. Ça fait beaucoup, hein. 17 mois, pas mal. Ouais, j'ai de la news. On a eu une grosse semaine. On avait eu une semaine sans tir. Je crois que c'était unique depuis plusieurs années, Ten Green. On a eu, je crois, 8 jours sans aucun tir sur Terre. Ce qui est. C'est un miracle, là. C'est un miracle. Putain, c'est un miracle vu comment ça tire comme des zinzins, entre autres avec SpaceX et tout ça. Mais là, ça a tiré 2 fois hier et avant-hier. Et normalement, SpaceX a encore 2 tirs de Starlink de prévu demain. Voilà, ça reprend une cadence normale. Donc ouais, on a eu pas mal de bonnes news. On va parler d'Electron. Hein, Electron, on en parle souvent de Rocket Lab. Alors Electron, c'est la fusée Electron hein, de Rocket Lab, qui est quand même là depuis longtemps. Elle a survécu, je pense, Ten Green, à la première purge de micro-lanceurs, des compagnies de micro-lanceurs qui sont tous arrivés en même temps, parce que c'est de la génération d'Astra, de Virgin Orbit, qui sont considérés comme en faillite. Astra, pas encore, mais on n'en est pas loin. Virgin Orbit a fait faillite. Donc Rocket Lab, aujourd'hui, est en monopole sur le marché des micro-lanceurs. Ce qui est assez incroyable, parce que c'est une petite compagnie qui revient de loin, et putain, ils ont une... Bah, ils sont seuls sur le marché, ils sont parvenus. Aller en orbite est une chose. En fait, quand on y réfléchit, aller en orbite est techniquement incroyablement difficile, mais c'est la partie la plus facile d'avoir un business rentable. C'est-à-dire que vous êtes allé en orbite, c'est bien, maintenant il faut être capable de tirer une fois par mois. Donc vous pouvez pas juste tirer une fusée tous les 6 mois. Pour être rentable dans ce business, vous devez au minimum tirer une fusée tous les mois. Et Virgin Orbit Rocket Lab est parvenu à atteindre ce stade où ils sont capables de beaucoup tirer, parce qu'ils ont atteint un bon rythme de production. Ils ont 2 pads, un aux US, un en Nouvelle-Zélande. Et bah ils sont bien. Où ça en est, ça avance bien avec la Neutron. On a pas mal de hardware et tout qui arrive, mais ça volera pas cette année, on la verra pas cette année. Hein. Orbite à quelle altitude? Tu me fais chier, c'est quoi cette question de merde? Bah en orbite quoi. Orbite basse. Putain les questions. Ten Green orbite à quelle altitude? L'orbite quoi, je te parle pas d'aller à 100 Moment où tu km. rentres en orbite, c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a... Attention, il y a très peu de compagnies qui ont réussi à faire autant de succès que Rocket Lab. Et l'orbite c'est de la vitesse. C'est aussi aller à une vitesse, on va dire, orbitale. Donc oui, aller en orbite à une vitesse orbitale et mettre un objet en orbite, donc sur une orbite intéressante, commerciale. Voilà. Donc ouais, et c'est vrai que bah, Rocket Lab en ce moment est un peu sur le toit du monde avec les micro-lanceurs. On sait qu'il y a de la concurrence qui arrive en Europe. Moi, je me fais pas. Je sais que beaucoup sont un peu. Oh, l'Europe. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec la purge des micro-lanceurs, vous allez avoir la même chose en Europe. Parce que l'argent ne fait pas tout, et si vous n'êtes pas capable de tirer énormément, et Rocket Lab en ce moment est tellement bien installé, ils ont une bonne fusée, c'est une petite fusée, mais il y a un business à prendre, ils en sont la preuve qu'il y a un business à prendre, et bah voilà, donc là ils ont tiré leur 50e fusée, d'ailleurs c'était pour une compagnie française, une petite constellation française, 5 satellites, des CubeSats. Et ouais, ils ont tiré de Nouvelle-Zélande, donc c'était leur 50e Electron. Ils ont fait du chemin Rocket Lab, Ten Green, hein, depuis le temps quand même. Hein. C'est la génération... Ils ont la confiance maintenant. Bah tu sais que c'est la génération, je considère, directement d'après Starship et Blue Origin... pardon, SpaceX et Blue Origin, tu vois. Ah c'est la oui, génération c'est juste après. Juste après, ouais. Et bah ils sont 50 tirs. Donc là, ouais, on va aller voir le... Forcément, rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Hop. Hop. Non, ça, c'est pas le bon. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer après. Si j'avais préparé mon stream, on serait arrivé directement ici. Donc ça, c'était hier ou avant-hier. Voilà, c'était hier ou avant-hier. Je vais mettre mon chat sur l'écran. Donc c'est en Nouvelle-Zélande, la péninsule de Maya. Donc leurs tirs commerciaux civils, ils les font en Nouvelle-Zélande, mais quand ils bossent pour les Space Force, parce que Rocket Lab est parvenu à bien négocier l'affaire, elle fait 18 mètres. Elle fait autant? Ouais, j'aurais dit, ouais, elle doit faire... Ouais, elle fait autant, là... Attends, la Electron. Elle fait autant de... Electron, Rocket...
Il suffit d'aller voir. Hein. Rocket Lab, Electron, elle fait 18 mètres, c'est ça. Bien vu, elle fait absolument 18 mètres. Donc c'est un micro-lanceur. Hein. Donc ouais, c'était il y a quelques jours. Pour une compagnie française, Cocorico. No Time to Lose, ouais. Parce que c'était des satellites français, entre autres, de ce point-là, je crois. Donc c'est un micro-lanceur, hein, c'est pas fait pour tirer des grosses charges. Mais il y a un énorme marché à prendre en orbite basse avec des constellations de CubeSat. Le géostationnaire est un peu obsolète maintenant. Et les CubeSat et les constellations de CubeSat, on le vend en poupe. Et forcément, avec des petites fusées comme ça, vous pouvez aller en orbite pour pas cher. Et ça intéresse énormément de monde. Donc ouais, la fusée Electron, qui a aussi un potentiel de réusabilité, mais le souci c'est que ils ont leur calendrier est tellement énorme. On préfère quand il tire quand il fait jour parce que c'est très joli la Nouvelle-Zélande. Vu de l'espace là. Malheureusement on voit pas grand chose, ils ont tiré de nuit. Mais je vais couper le son. Hop. Mais le tir s'est bien passé. On a eu la confirmation que les 5 CubeSats sont en orbite, donc 50e tir réussi. Ils ont vraiment atteint un rythme de croisière avec leur électron. Ouais, c'est bien beau de tirer beaucoup, mais il faut aussi avoir la fiabilité. Il faut pas d'incident, c'est compliqué d'être rentable dans ce business. C'est tellement compliqué. Aller en orbite est déjà technologiquement extrêmement difficile. Mais en plus, être capable de tirer beaucoup de fusées en gardant un aspect d'extrême fiabilité, parce que vous tirez pour des clients, vos clients ils veulent pas voir leurs satellites se faire désintégrer en réentrée. Et ouais, donc c'est... Rocket Lab est parvenu visiblement à faire ça proprement. Et en Europe, on a quand même de la concurrence, on a RFA, on a Isar Space, on a Latitude et tout ça. Moi je vous parie qu'il n'y en a qu'un seul qui va survivre. Et que le seul qui survivra aura peut-être même du mal à s'imposer sur le marché. Tellement Rocket Lab est en train de devenir dominant et en situation de monopole aujourd'hui, on peut le dire. Donc ouais, un très très beau tir. On va pas regarder tout ça là dans la nuit, bon on s'en fout un petit peu. Mais ouais, et au même moment, ils ont signé cette semaine un énorme contrat, Ten Green, le plus gros contrat de leur histoire à Rocket Lab, avec les Japonais de Synspective pour mettre en orbite leur constellation Strix. Ils bossent avec eux déjà depuis 4 ans, donc c'est pas... tu oublies la Vega. Ouais, la Vega, ouais. Ouais, la Vega. Écoute, la Vega, on l'attend toujours sur le pad, hein. Ça va faire 1 an, hein. Qu'ils ont perdu les réservoirs et qu'ils les ont cassés, hein. Ouais. Non, c'est honteux. C'est honteux. Et donc, ouais, Rocket Lab a décroché 10 tirs pour mettre la constellation Strix en orbite. 10 tirs. C'est absolument énorme. C'est leur plus gros contrat. Et ça vient déjà s'ajouter à un portfolio qui est, mais, rempli. Un truc de malade. Tu te rappelles, Ten Green, qu'on avait regardé il y a longtemps le calendrier de tir de Rocket Lab. Mais on va... Non, mais après, ils sont en avance, ils sont larges, ils ont leur tir de prévu, après ils ont aussi la confiance des gens qui viennent faire leur contrat. C'est ça. À force. Donc, regardez, 50e tir, 26 juin, donc pour les satellites Kinéis. Les 20 juin 2024, succès, 50e tir, et regardez pour 2024. Ça, ils seront incapables. D'ailleurs, et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Pendant longtemps, pour obtenir une fusée sur le marché, c'était des années d'attente. Tu vois, c'est... Ten Green vous le confirmera, vous passez la commande, vous avez votre truc 5 ans plus tard en orbite. Il y avait des énormes délais à cause du manque de fusées, de disponibilité, de la complexité des systèmes de faire des satellites géostationnaires. Toute l'industrie était lente. Vous voyez, l'industrie était lente parce que il n'y avait pas beaucoup de lanceurs et tout ça. Regardez là. Donc le contrat a été signé il y a quelques jours. Donc là, regardez, 26 juin. Donc il y a un autre tir de prévu dans 4 jours pour Capella Space. Donc c'est encore une autre constellation. Et Strix est prévu pour voler en 2024. Et Strix, c'est le contrat qui a été signé cette semaine. Donc comprenez qu'en 5 mois, le contrat a été officialisé. Donc ça devait être pour parler depuis longtemps. Mais le contrat a été signé entre la signature du contrat et la mise en orbite. Vous allez avoir quelques mois. Alors qu'il y a encore quelques années, c'était quelques années. Toute l'industrie s'est accélérée
avec la mise en service de nouvelles capacités. Donc quand vous développez votre satellite, vous pouvez l'avoir en orbite en quelques mois, ce qui avant était totalement illusoire. Donc là, vous avez Strix, donc qui est justement le contrat qui a été signé cette semaine, 10 tirs, et vous avez regardé le nombre de tirs. Vous savez qu'on est en 2024 là. Pour l'année 2024, ils ont un des portfolios les plus remplis de 2024 avec SpaceX, Rocket Lab. C'est que 2024 ce que vous voyez là, ils vont jamais réussir à tirer tout ça en 2024. Et vous voyez Kineis, donc là c'est encore la compagnie française, donc il y a encore un paquet de tirs avec Kineis, il y a Black Sky qui est aussi un de leurs habitués, et regardez pour 2025, c'est la même chose avec les Space Force, voilà, là c'est un contrat avec les Space Force, donc ça c'est beaucoup d'argent, et on a des quantités dingues de tirs. Genre là, ils ont fait rentrer tellement d'argent dans dans les caisses qu'ils sont tranquilles pour potentiellement plusieurs années. Et ouais, c'est Rocket Lab, ils sont bien. Ça va permettre de développer la neutron comme ça. Hein. Mais c'est ça, c'est que tout cet argent, il est réinvesti, hein, ça part pas dans la poche des investisseurs. Hein. On sait que financièrement, Rocket Lab, ils ont de l'ambition. Et tout ça, ça va partir après, ça part dans le développement de la neutron, qui va être aussi une fusée réutilisable de beaucoup plus gros tonnage. Les micro-lanceurs, c'est bien, mais va vraiment être incroyable. Moi, j'attends de voir la neutron en pad et d'avoir des specs et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a des belles fusées. Il existe des entreprises du spatial en bourse. Quasiment toutes. Quasiment toutes sont en bourse à part SpaceX. SpaceX, Starlink. On en parle de la pollution spatiale. J'en ai déjà souvent parlé. Et je vois pas ce qu'il y a en dire. Les gens racontent souvent n'importe quoi sur la pollution spatiale. Ils confondent l'encombrement en orbite basse. Ils confondent les déchets spatiaux. Ils confondent la pollution visuelle des satellites. Donc, Sir Templier, si tu veux parler de pollution spatiale, sois déjà plus précis dans ta question. Parce que putain, qu'est-ce que j'en vois passer comme conneries sur le sujet, c'est indécent. Ouais, la F9 fait ce qu'on appelle des missions rideshare, qui fait grincer des dents. Le problème des missions rideshare, c'est que tu vas à une orbite spécifique. Et que tous les gens que tu tires, c'est les CubeSats, ils sont peut-être pas intéressés. Je voulais taquiner, bah va taquiner ailleurs. Ils sont peut-être pas intéressés pour aller à cette orbite particulière. Donc le problème des missions SpaceX rideshare, c'est qu'elles manquent de polyvalence au niveau des orbites. Et que l'avantage d'avoir Rocket Lab, c'est que ça coûte peut-être plus cher, mais tu vas aller à une orbite bien spécifique que tu veux. Donc ouais, en tout cas, grosse semaine pour Rocket Lab. Ah bah, il y a de l'argent qui rentre et c'est bien. Hein. C'est très très bien. Bon, parlons de Starliner. Vous vous rappelez que Starliner est toujours à l'ISS et que Starliner devait rester 4 jours à l'ISS. 4 jours. Hop, rapide, on grimpe là-haut et on redescend. Starliner est toujours bloqué à l'ISS et il a été annoncé ce matin qu'ils allaient encore rester bloqués jusqu'au 2 juillet. Ce qui n'est pas bon signe, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes par rapport à sûrement récupérer la data et analyser les problèmes par rapport au RCS et aux fuites d'hélium. Et ils ont juste dit « Tout va bien, mais on a besoin de plus de temps. Si tout allait bien, tu resterais pas bloqué là-haut 2 semaines. » Et ils sont... c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ten Green, à quel moment tu penses que la NASA va annoncer qu'ils vont tirer Crew Dragon juste pour les récupérer, les ramener, qu'ils vont faire brûler, ils vont faire rentrer Starliner sans les astronautes à bord. Ça serait un truc de dingue hein, pour Boeing, la claque. Je pense pas que ça aille jusque-là. Mais en tout cas... Bah, à voir si en fait ils peuvent rentrer déjà tout court avec le Starliner. Donc, bon. Ils vont rentrer à bord d'une Crew Dragon, c'est sûr. Je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas, il y a des problèmes. Ils ont des problèmes avec Starliner, mais au moins les photos sont magnifiques. Hein. Hop là. Eh, les photos sont magnifiques, Ten Green. On va au moins donner ça à Starliner, que la capsule est plutôt jolie. Hein. Quelle entreprise a le plus le vent en poupe à part SpaceX? Oh, c'est difficile à dire. Hein. Rocket Lab est quand même... Mais c'est pas les mêmes catégories d'entreprises, en fait. Rocket Lab est là depuis... C'est la génération d'après. SpaceX, c'est dans ça. Et faut se rendre compte de quelque chose. C'est qu'actuellement, SpaceX, il bosse sur Starship, pendant que les autres ne font même pas encore du réutilisable complet. Même un étage. Ils tirent même pas? Oui, aussi. Non, mais à part, je veux dire, il y a que...
Ouais. Merde, Rocket Lab, c'est les seuls autres qui tirent vraiment beaucoup en termes de quantité. Et encore, ils sont loin derrière SpaceX, hein. SpaceX est dans sa propre catégorie et il faut pas les comparer aux autres. SpaceX c'est un autre monde désormais. Voilà. Dites-vous que 80%, plus de 80% du tonnage mondial qui part dans l'espace, c'est SpaceX. Donc SpaceX c'est un peu un monopole mondial du tir de fusée. Et les Chinois sont, même les Chinois qui tirent beaucoup, sont loin derrière. C'est ça qui est dingue. Donc Starliner, on va attendre le 2 juillet pour peut-être avoir un retour, hein, et voilà, hein. Mais c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Pendant ce temps-là, ça parlait de Dream Chaser dans le chat. Voici la Vulcan. Là, elle a déjà été embarquée, mais la Vulcan de Dream Chaser, la Vulcan de Dream Chaser est au Cape. Et tout ça, bah, ouais, ça va, on espère tirer en septembre, hein. Euh, tout est au Cape. Dream Chaser et la Vulcan. On espère que ça va stacker et on espère que ça va tirer. De toute façon, ULA, ils veulent tirer le plus rapidement possible. Si Dream Chaser est prêt, ULA va mettre des bouchées quintuples pour tirer le plus rapidement possible pour avoir son assermentation avec les Space Force. Ils sont vraiment... Il y a des nouvelles sur la vente d'ULA. Absolument pas. Ce qui est bon signe, parce que ça veut dire que c'est sûrement sur le point d'être signé et que tout se fait derrière les rideaux. C'est des procédures extrêmement longues au niveau juridique et financier. On parle de vente à plusieurs ULA, je dirais 10-15 milliards de dollars peut-être. Et avec la Vulcan qui tire bien et qui a un gros potentiel, ULA va se vendre cher. Donc tout ça se fait derrière les rideaux et j'ai même pas vu de rumeurs. Pourtant je suis au courant de plein de rumeurs qui circulent. J'ai vu aucune rumeur circuler sur ULA depuis quasiment 2 mois. Voilà. C'est Dream Chaser qui va récupérer le crew de Starliner. Ça serait énorme, mais pas possible. Pas possible. Donc ouais, hâte de voir Starliner avec une Vulcan au pad et ça devrait être, je pense, en août. En août, on devrait avoir les... En tout cas, ça devrait aller au pad en août, tiré en septembre. Pendant ce temps, Firefly. Firefly qui est aussi dans sa... Alors c'est plus gros qu'un micro-lanceur, hein, c'est un peu entre une Falcon 9 et une Electron. Et on a un tir de prévu pour le 26 juin. Donc Firefly qui a eu des difficultés, mais qui sont en train de monter en puissance peu à peu. Ils ont réussi un très beau tir pour les Space Force récemment, avec un délai de 24 heures et tout. Donc c'était un tir de réaction, de réactivité de tir urgent pour les Space Force, une démonstration technologique qui s'est très bien passée. Et là, Firefly, eux aussi montent en puissance. Donc Firefly qui est dans un des concurrents de Rocket Lab potentiellement, et qui sont ces petites compagnies du New Space. Qu'on suit avec attention. Donc on espère voir un beau tir le 26 juin, Ten Green. Je pense pas qu'ils aient de charge utile. Je suis pas allé me renseigner. Mais en tout cas, voyez, comme je vous dis, il faut tirer. Si, ils ont une charge utile, je crois, ils ont- désignée par la NASA, c'est eux qui leur attribué qu'est-ce qu'ils allaient prendre. Ok, d'accord. Donc c'est... ouais, on a... ça bouge. Donc comprenez que l'échec est acceptable, mais l'échec est plus qu'acceptable quand tu peux retirer un mois après. Comprenez que si vous avez lancé les chaînes de montage derrière et que ça tourne, ah c'est pas grave si vous perdez votre fusée. Vous prenez la data, vous voyez où ça a merdé, vous changez ce qui va pas et vous retirez un mois plus tard. Mais ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et ça a un coût de fabriquer beaucoup de fusées. Donc ouais, on attend avec impatience Firefly. Bon maintenant, parlons d'Ariane 6. Vous savez que Ariane 6, on est à possiblement 2 semaines d'un tir. Le tir inaugural. On a déjà vu les premiers artworks et compagnie. Voilà mec, 24 mois, 2 ans, putain, merci beaucoup mec, tu régales. Allez, 2 ans les gars, c'est propre. Hop là. Donc ouais, donc là c'est la coiffe finale que vous voyez là, la coiffe qui va aller dans l'espace. Donc c'est gros business. Gros business. Oh, tu me fais chier avec Nix, hein. Écoutez, moi j'en ai marre des beaux artworks et tout. Soit vous me montrez quelque chose de solide, au pad, et pas des petites maquettes pourries là, ou des trucs en 3D sur internet, j'en ai plein le cul de ça. Et les A, ils sont bons qu'à ça. Donc ouais, on parlera de Nix quand ce sera dans une coiffe sur une Ariane 6, d'accord? Voilà. Donc ouais, c'est propre. Elle va voler, t'en sais rien, ça. Tu dois pas suivre depuis assez longtemps les A pour savoir le nombre de fois où j'ai entendu dire elle va voler, regardez, tout ça. T'en sais rien si ça va voler. Tous les programmes qui ont plus de 4-5 ans, ils peuvent être annulés d'un claquement de doigts par les A parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que les politiques décident que oui, que non. Voilà. C'est pour ça qu'on est salé ici et qu'on veut pas en parler. Voilà.
Donc ouais, donc Ariane 6 a été entièrement stacké. Ils avaient prévu un WDR il y a quelques jours qui a été décalé d'une journée. Et le WDR, forcément, on n'a eu aucune nouvelle, aucune photo, rien. C'est passé hier. Et visiblement, les rumeurs disent que ça s'est bien passé, le WDR. Donc ils ont fait une simulation de tir sans tirer. Et il semblerait que Ariane 6, le WDR s'est bien passé. Ils doivent analyser la data, forcément. C'est comme la navette Hermès. Ah, on en rigole encore dans certains milieux, de la navette Hermès. Tu te Ça me fait rappelles pleurer, moi. Tu te rappelles Ça me fait Tenguin de pleurer, ouais. Hermès? Ah là là. Moi, ça me fait mal au cœur. Donc ouais, Ariane 6, bien passé, WDR. Le tir est prévu pour le 9 juillet. Donc 9 juillet, ouais, 2 semaines. Normalement, je crois que si ça décale pas, je guide le 10 juillet, mais je suis libre le 9. Donc si je suis libre le 9, ce sera en live. Si, si je suis pas là, et si ça décale au 10, bah tant pis. Je vous cache pas, je préfère aller guider que regarder Ariane 6. Voilà. Surtout vu l'exceptionnelle qualité des caméras qu'on va avoir. Après avoir vu Starship, tout semble fade. Tout semble fade. Autant aller lécher un glaçon là. Tu sais, Tengreen, le glaçon là qui fait mal, qui colle la peau là. Tu vas là, comme ça et voilà. Vivons pour faire le Starship, c'est sûr. Il y a combien de tirs dans le monde par jour sur le genre? Mais putain, c'est quoi ces questions, Sir Templier? Tu crois que je compte J'en sais rien. Ça dépend, en Ça fait. Ça dépend dépend. s'il y a des campagnes de tir ou pas du tout. Ça dépend, ça dépend. En moyenne, si avec SpaceX, la Chine et tout, en moyenne, on serait en minimum. Je suis juste curieux. Bah, tu peux aller voir, Sir Templier, au lieu de me penser. Au lieu de penser que je suis ta boîte à informations, tu vas sur Number Liste des of vols. Launch, liste des T'as vols, portfolio par an, et tu vas voir combien de tirs par jour. Il y a tout sur Internet. Il y a absolument tout qui est déjà. Tous les mecs mettent à jour tout le temps dès qu'il y a un tir, c'est à Voilà. jour avec la charge utile. Par semaine, allez, je dirais minimum, on est à 6-7 tirs par semaine. 5 tirs par semaine, ça dépend. Hop là. Pendant ce temps, Chang'e 6, qui revient avec les échantillons lunaires chinois, est prévu pour se poser le 25 juin. Le 25 juin, entre 5h41 du matin, heure de chez moi, donc 2 heures de décalage avec vous, et 6h11. Ils ont une fenêtre de 30 minutes pour poser ça dans le désert en Mongolie extérieure. Et c'est incroyable. Putain, c'est... S'ils arrivent à récupérer ça, Tengreen, l'accomplissement technologique d'être allé chercher des échantillons sur la Lune et de les avoir ramenés, ça va être quelque chose. Donc ouais, on attend avec impatience des news de ça. C'est prévu pour dans 3 jours. Donc normalement, la semaine prochaine, on aura sans aucun doute que les Chinois vont prendre des photos de tout ça. Et ça va être, quelque chose de dingue. La performance technologique est folle quand on voit où sont les concurrents en termes d'aller poser des rovers sur la Lune. C'est un peu compliqué. Bon, les Chinois, eux, ils y vont, ils récupèrent des trucs, ils redécollent et ils reviennent. Voilà. Très impressionnant. Pendant ce temps, parlons business. Parlons d'Internet d'Internet par satellite. Ça, c'est en Angola. En Angola. Et c'est un site d'Eutelsat, plus particulièrement de OneWeb. Donc OneWeb qui appartient à Eutelsat, donc un des plus gros opérateurs satellites au monde, Eutelsat. D'ailleurs, c'est français. Voilà. Et donc Eutelsat, via OneWeb, sont en partenariat avec le gouvernement de l'Angola pour amener de l'Internet en Angola. On ne se rend pas compte à quel point l'Afrique est en retard au niveau connectivité. Il y a des gigantesques business à prendre, entre autres avec les États, mais aussi avec les particuliers. Et les deux gros concurrents, c'est OneWeb et Starlink. Les Russes font plus grand-chose dans le spatial. Les Russes... C'est un désastre. C'est juste un désastre, le spatial russe, mais... Le spatial russe s'est refermé sur lui-même avec la guerre en Ukraine, donc il n'est plus à l'international. Mais ça n'empêche que c'est encore eux, après SpaceX et la Chine, qui tirent le plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est paradoxal, mais les Russes tirent encore beaucoup. Et sont un acteur majeur de leur propre microéconomie du spatial, en fait. Mais c'est vrai qu'ils sont coupés de l'international. Donc ouais, là vous avez OneWeb. Donc, comme je dis, il y a un énorme business à prendre aujourd'hui pour la connectivité sur Internet.
Les opérateurs classiques, comprenez que l'Internet par satellite, c'est vieux. C'est vieux. Mais c'était... Technologiquement, ça a très peu évolué en 40 ans. On faisait ça avec des satellites géostationnaires à 30 000 km, ça faisait un ping de merde. C'était merdique. Et l'arrivée de Starlink et de OneWeb a totalement révolutionné le business. Et bah, aujourd'hui, vous voyez OneWeb qui est en contrat avec l'Angola pour construire des stations de connexion pour amener de l'Internet dans des zones entières. Et c'est vrai que bah, on voit aussi... regardez, ça c'est Starlink. Ça a été confirmé aujourd'hui par l'Inde. Et l'Inde a annoncé que Starlink était en phase finale d'approbation en Inde. C'est un marché absolument gigantesque qui va possiblement s'offrir à Starlink en mettant les pieds en Inde. Récemment, c'était l'Indonésie. Énorme l'Indonésie aussi. Et là, l'Inde, on parle de milliards de dollars, rien qu'en contrat avec l'État, possiblement. Plutôt que de poser de la fibre optique qui coûte une fortune, autant commander directement du Starlink et de passer des contrats avec Starlink pour vous amener 10 000, vous alimentez 10 000 foyers en Internet, quoi. Et le marché est gigantesque, même dans certaines régions un peu merdiques de l'Inde, dans le nord, au niveau de l'Himalaya et tout ça. Vous pouvez aisément amener du Starlink. Donc le marché est juteux, très très juteux. Et ça, c'est aussi l'échec de tous les opérateurs classiques de la connectivité par Internet. On en a vu pas mal aux États-Unis, en Australie, qui ont échoué à s'adapter à la technologie. Et c'est vrai que Starlink et OneWeb sont en train de totalement modifier l'écosystème économique et technologique en amenant leur propre technologie qui est bien plus fonctionnelle et viable financièrement que les opérateurs classiques. Tellement que on a cette grosse news qui est sortie cette semaine des US. Je vais aller récupérer l'article là. Hop. Hop. Voilà. Donc aux États-Unis, je parle souvent de Starlink aux US, mais dites-vous qu'aux US, vous avez traditionnellement des grands opérateurs qui sont entre autres Comcast. Comcast, c'est un des dinosaures de la connectivité par Internet. Donc eux, leur fond de business, c'est d'amener de la connexion Internet pas chère dans l'Amérique profonde, là où il y a très peu de connectivité. Vous pouvez vous en douter, Starlink est un trouble-fête majeur et un rival de Comcast. Comcast, d'ailleurs, depuis des années, fait des pieds et des mains au niveau juridique pour bloquer Starlink. Donc ce sont des rivaux. Et bah là, contre toute attente, Comcast et Starlink se sont alliés dans un énorme accord technologique et économique. On a Comcast, donc je ne vais pas vous lire tout l'article, mais pour faire simple, Starlink s'est allié à Comcast. Donc comprenez que c'est deux entités différentes. Starlink amène la technologie et Comcast amène les clients. Comcast, c'est près de presque 3 millions de clients aux US. C'est énorme. Et Starlink, eux, n'ont pas en fait les liens de business et simplement l'annuaire de Comcast. Donc vous avez deux entités, le jeune qui arrive avec la technologie et Comcast, l'ancien, qui arrive avec les relations. Et les deux se sont alliés, une alliance totalement contre nature que personne n'aurait pu prédire. Et sans aucun doute que Comcast, maintenant, vu que sa technologie est obsolète, va proposer Starlink dans son portfolio d'offres à ses clients. Peut-être à un coût moins cher, allez savoir. Et ça va permettre à Starlink, entre autres, de rentrer sur le business de ce qu'on appelle un peu les dinosaures de l'Internet. Donc c'est une alliance contre nature, mais aussi assez logique. Tu vois, Ten Green, je sais pas si tu avais bien pigé l'article en fait de ce qu'est Comcast, mais c'est vrai que beaucoup disaient que Starlink allait ruiner Comcast en fait. Et les deux... Et je pense que Comcast s'est dit, il y a un business à faire, autant en profiter plutôt que perdre au gros. C'est ça. Frigilux, 23 mois, tu régales mec. En gros, Comcast va servir d'intermédiaire, absolument. Comcast va mettre à la disposition de Starlink ses clients en leur proposant, entre autres, des nouvelles offres de connectivité bien plus intéressantes. Comprenez que Comcast coûte pas cher. L'offre par satellite, ça coûte pas cher, mais c'est merdique. Alors que Starlink coûte un peu cher, mais vous avez vraiment un énorme intérêt à avoir Starlink. Par exemple, en Australie, on voit que les gens sont prêts à payer 10 fois plus cher que leur opérateur classique de connexion par satellite, parce que Starlink est incroyable au niveau connectivité et qualité de la connexion. Et bah voilà quoi. Donc ouais, Comcast, et surtout, j'ai vu quelqu'un dire un truc très intéressant sur ça. C'est que Starlink commence à se préparer à l'arrivée de Kuiper. Et que Kuiper va, sans aucun doute, Kuiper va tenter d'utiliser
Ce genre de choses aussi, en s'alliant, parce que bah, Kuiper c'est Amazon, donc Kuiper et Amazon vont avoir le bras beaucoup plus long que Starlink au niveau business. Et Starlink commence à occuper des places de marché. En fait, Starlink, de ce que je comprends, c'est que Starlink, à l'instant T, a déjà occupé toutes les parts de marché simples, viables, au niveau individuel. Et maintenant, ils vont commencer à s'étendre en utilisant tous les acteurs majeurs du marché qui sont déjà présents, en faisant des partenariats. Comme on les voit liés à T-Mobile, pour amener du SMS et tout ça dans des zones, dans des zones blanches où il n'y a aucune connectivité et tout. Donc c'est simplement une adaptation au marché de Starlink avant que Kuiper monte en puissance d'ici 2 ans ou 3 ans. Ce qui est très malin en soi. On s'adapte au marché. Ah, ils ont raison. Ils ont totalement raison. veulent occuper le plus de place possible, s'engraisser le plus possible avant d'avoir la concurrence. C'est ça. Et commencer à signer des contrats aussi avec des gros acteurs qui sont là depuis très longtemps et qui ont le bras long au niveau local. Et Starlink n'est pas présent au niveau local aussi bien que Comcast et tout. Voilà. Donc très intéressant de voir ce genre d'article. Et c'est sûrement que le début sur ce point-là. Voilà. Hop là, on parle quand même d'un... Mais OneWeb, c'est européen, il n'y a pas eu le mariage avec Eutelsat. Mais si, OneWeb, c'est Eutelsat. C'est ce que j'ai dit, hein. OneWeb, c'est Eutelsat. C'est français. Donc on a eu un rachat et compagnie. Mais voilà. Mais Comcast, le cauchemar en taf, tombe toujours pas. Bien sûr. Mais c'est de la merde, Comcast. Tout ça, c'est le vieux space. L'ancienne bulle technologique. Les mecs se sont reposés sur leur laurier du géostationnaire pendant 30 ans, 40 ans, sans rien faire. Et d'un coup, Starlink arrive. Et Starlink est en train de bouffer leur part de marché et de les mettre... Où en est Galileo? Oh bah, Galileo... Maintenant, c'est SpaceX qui tire Galileo. Hein. On n'a pas grand-chose à en dire de Galileo. Hein. Hop là, une caméra chez eux littéralement hier, chez Eutelsat. Ah bah Eutelsat, dis-toi qu'ils sont en partenariat et qu'ils construisent de l'internet par satellite en Angola. Voilà. Donc ouais, grosse semaine hein, pour Starlink aussi. Pendant ce temps. On va pouvoir passer à la minute SpaceX pendant Ten Green. Regardez, à propos de satellites géostationnaires, regardez ce monstre. Donc ça, c'est du télévisuel. C'est Astra 1, satellite géostationnaire, qui a été tiré par SpaceX hier. Donc très très gros satellite, c'est pour amener de la télé en Espagne, Allemagne et France. Donc satellite européen de télécom. Donc ça, dites-vous qu'à une époque, ça serait Ariane 5. C'était le terrain de chasse privé d'Ariane 5. Bah maintenant, ça c'est obsolète. Ariane 5 n'existe plus. Ariane 6 c'est pas là. Je vous laisse deviner qui tire ça. Hein. On va aller voir le tir parce qu'ils ont tiré dans des magnifiques conditions météo. Hop. Ça tirait depuis Cap Canaveral. Plat, matez-moi ça. Donc très très gros satellite qui est prévu pour fonctionner jusqu'en 2040. Hein. Petite Falcon 9. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Go SpaceX, go Astro 1P. Mission downrange. Pas mal. Sachant qu'ils ont 2 tirs de prévus pour demain. Donc forcément un de Vandenberg, un de Cap Canaveral. Ouais, il y a aussi un satellite, une longue marche 2, j'ai vu le tir. Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40, carrying the Astra 1P satellite. After clearing the tower, we tilted or gimbaled the engines to... Tu penses qu'Ariane pourra revenir dans la course? Impossible. Marque bien mes mots. Mon mot. Impossible. Trop de retard. Pied pris dans le ciment. Ariane 6 pourra servir pour certaines missions bien précises. Ariane 6 c'est déjà obsolète sur beaucoup d'aspects. Mais ça va servir aux Européens pour tirer leur propre charge. Pour se donner bonne conscience. Et de continuer à laver de l'argent. Mais c'est l'Europe du lancement, c'est fini. En tout cas, c'est fini pour longtemps, je pense. On a perdu cette course il y a 15-20 ans, je pense.
Falcon 9 passes max Q once the air density lowers faster than the increasing speed of the vehicle. Reculer pour mieux avancer. Ouais, ça marche pas comme ça le You can spatial. keep Hein. your eye on the stage 1 telemetry. Tu dois tout le temps avancer vite. Tu recules pas. Ou si tu recules, Keep an eye on those speed va falloir trackers. courir après. J'ai pas l'impression que chez Ariane, on ait envie de courir. Hein. Go 17,500 miles per hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Ariane 6 sera sous perfusion. Pourquoi tu parles au futur? get into Tu peux orbit. parler au présent, Anut. Ariane 6 est sous perfusion. Depuis plusieurs années déjà. Plus de 100 millions de dollars par an pour In about continuer à faire 30 tourner le seconds, programme. We're going to have 3 events coming up that will happen all in succession quite quickly, C'est beau, starting hein. with main engine cutoff, followed by Donc stage comprenez que ça aurait été une charge utile d'Ariane il y a quelques années. Or SES1. Mais bah, Not to be confused with SpaceX today's customer, est juste SES. coûte moins cher. Et dites-vous que ça, c'est une fusée qui a déjà été utilisée 8 fois. Je crois que ça, c'était le 9e vol de B1080 Tengreen. La 9e mission. Et ce qu'on va voir là, c'est le 250e atterrissage. 250e atterrissage d'un Coming booster. up on MECO now. Miko, manage and cut-off. Séparation d'étage. Stage separation confirmed. Oh là là, c'est parti. Donc ça part pour du géostationnaire. Hein. C'est pas de l'orbite basse. And there you heard and C'est beau, saw hein. those events happening back to back. The next event we have coming up is Fairing Les Européens vont pas demander aux Chinois. Ouais. Déjà, les Chinois ne tirent pas à l'international. Ou très rarement. Et les Indiens n'ont pas les capacités de tir suffisantes, ni les Japonais, pour couvrir un marché international. Donc il n'y a que SpaceX aujourd'hui qui peut tirer et qui a les capacités de tir. Même Ariane 6 n'aura pas les capacités de tir. Ils ont déjà leur calendrier de tir est déjà plein sur 4-5 ans. Il n'y a pas le choix. Si tu veux tirer aujourd'hui, il faut ravaler ton orgueil, prendre le téléphone et appeler, faut appeler Elon Musk. Fairing separation confirmed. Hop, les coiffes. Oh, il est And énorme there le we just machin. heard confirmation of that Donc à fairing gauche, vous avez le separation, booster, à droite, vous avez le and satellite got a Astra peek 1. of it as well. Actually, you can see one of those fairing halves falling away in the background behind the MVAC engine there on the right-hand side of your screen. On va avancer un petit peu, on va aller voir l'atterrissage du booster. Ouais, il me semble que c'était B1080, mais je dis peut-être des bêtises. Have coming up On va hand avancer. side Là, il est à of 121 the km. Marin engines. That speed really decelerating Voilà. now. À droite, vous avez le deuxième étage qui grimpe. À gauche, le booster redescend sur Terre. Again, this is the first stage and is the first of 2 burns. 5500 km/h, 41 km. Donc ils vont le récupérer au milieu des Bahamas. There we can see and heard that entry burn has concluded. And we can see how those grid fins help steer the vehicle for a precise landing. Once again, we are targeting our drone ship, which is C'est devenu tellement normal. Même les caméras, vous savez qu'il y a encore pas si longtemps, ils n'avaient pas une aussi belle connexion, mais ils ont mis Starlink sur tout, partout. Et Starlink est absolument incroyable. Ouais, Ariane 6, c'est pas 20-30 ans. Hein. Ariane 6, ils auraient dû faire le pas à partir de 2010. Ils auraient dû partir full réutilisable en 2010. Ariane Group a choisi de pas partir sur ça. Et ils vont le payer très cher. Ils le payent déjà très cher. C'était il y a 12-13 ans qu'ils ont merdé dans la colle, Ariane. Ouais, la F9 qui a fait un abort, ouais. Il s'est rien passé de grave, c'est juste une abort à une seconde, c'est rare. C'est rare. 5 km, regardez le booster qui arrive. Temps magnifique. En fait, il se passe tellement de choses avec les Falcon 9 que je couvre plus tous les tirs de Falcon 9. Il y a juste trop de vols maintenant avec SpaceX. C'est comme de voir des avions qui décollent et qui atterrissent. Allez hop, 1,4 km. On voit le bateau drone en bas. Regardez ça! Incroyable! Donc là, on est au large de la Floride, pas loin des Bahamas. Ah, ils ont perdu la connexion à droite, c'est pas grave. Hop là! Et voilà. 250e récupération d'un booster. Incredible view from 2 different angles. Beau, hein? As you can see, Falcon 9 has landed once again, marking our 320th successful landing of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. It's also En tout cas, ça a été confirmé que tout s'est bien passé.
Voilà, un gros tir de réussi pour SpaceX, gros satellite géostationnaire. Donc ça tire des charges utiles européennes, hein. Tout ça, il y a encore 4-5 ans, c'était assez impossible à imaginer que SpaceX vienne chasser sur les terres européennes, mais pas d'Ariane 6, pas assez de capacité de tir. Il y a un énorme marché pour tirer, bah, le choix est logique, hein. Les industriels, ils sont pragmatiques, hein, pas politiques, hein. Ils veulent que leur merdier soit le plus haut, le plus rapidement possible. Donc faut tirer. Et ils s'en foutent des excuses des politiques. Oui, mais attendez 4 ans, Ten Green. Attendez 4 ans, on aura bientôt une fusée. Non, non, non. Bah non. Bah non, hein. Donc on tire, hein. Donc ouais, et on va passer à Starship. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais montré... non, ça c'est... Hop. Je vous avais montré le pilier unique de la deuxième tour. Ils ont fini les fondations en une semaine. Ça, dites-vous que c'est déjà obsolète, hein. Ils ont déjà mis tous les contours et tout ça. Ils ont fini les fondations de la deuxième tour en une semaine. J'ai vu Ten Green des mecs qui ont filmé H24 avec des explications de tout ce qui s'est passé en une semaine. Et les mecs ont bossé jour et nuit. T'avais les bétonnières qui arrivaient à 1h, 2h du mat avec les projecteurs. Et en même temps, ils creusaient autour, ils coulaient le béton et ils montent le treuil à côté. Et ça bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les mecs s'arrêtent pas. Et c'est un truc de dingue parce que bah, là, avec les fondations terminées, ils vont bientôt commencer à stacker. Surtout que là, ils sont en train de monter un nouveau treuil Ten Green. C'est plus un LR 11000, je crois que c'est un autre modèle encore plus balèze. Un nouveau Godzilla. Et ça va servir à stacker les composants de la tour. Donc c'est un treuil qui monte le treuil. Et il faut le voir pour le croire, quoi. Vous avez 4-5 treuils en même temps en train de bosser dans la nuit. C'est vraiment un autre monde, hein, de voir ça. Et c'est vrai que s'il y a des ingénieurs ici qui bossent dans les milieux-là, mais je veux dire, c'est des quantités de béton assez dingues qui coulent. Et les mecs coulent ça à H24, quoi. Ça coule, ça coule. Vous avez les mecs avec les ordis pour voir les alignements et tout ça. Et c'est fou. C'est fou. Donc ouais, très très impressionnant à voir. En même temps, ça bosse sur les chopsticks. Ils ont installé des nouvelles barres de métal sur les chopsticks. Bah, on pense ils vont vraiment tenter de le récupérer au 5e vol, hein. Ils ont l'air très très motivés. Et ouais, ça bosse. Ça bosse. D'ailleurs, Ten Green, hier, ils ont amené de Massey un booster test. Voici B14-1. Donc qui est juste en fait une partie supérieure de booster. Et on pense qu'ils vont s'en servir pour simuler, avec une petite grue, l'arrivée d'un booster et la récupération du booster, tu vois. On pense qu'ils vont utiliser ça, en fait, en test pour voir sur les chopsticks comment ça fonctionne. Eux-mêmes découvrir si leur système fonctionne, quoi. Donc c'est... voilà 14-1. Il est déjà au pad, hein. Là, je vous le montre qu'il il revient de Massey. Il est déjà au pad. Et on va sûrement avoir quelques petites dingueries prochainement. Ils vont essayer de... Comme dit, il faut apprendre. Et ils vont aller les mettre sur les chopsticks pour voir au niveau mobilité, tout ça. Ça permet de ne pas avoir un énorme booster et juste un morceau de booster pour simuler. Donc ouais, ils ont du temps. Mais s'ils le font, ça veut dire que bah, c'est déjà réparé en fait. Ça veut dire que les chopsticks sont opérationnels. Ça veut dire que la table orbitale va bien aussi. Ça va vite. Ça va de plus en plus vite. Très très impressionnant. Voilà. Donc ouais, peut-être que la semaine prochaine, on aura B14. La taille du mec à côté, on a du mal à apprécier la taille de ces machins, de ces monstres. Il balade ça sur la route. Là, le mec est seul, hein. Le mec est seul, il y a une équipe technique avec lui. Mais là, le mec dirige... il a un ordinateur. Et il dirige ça comme une voiture télécommandée. Vous voyez ? Regardez la taille du truc. C'est qu'une moitié de booster. Mais voilà comment on déplace les Starships, comment on déplace les boosters à Starbase. Et c'est un choix incroyable parce que ça leur donne tellement de flexibilité. Quand vous voyez la complexité de bouger la SLS aujourd'hui, avec les chariots gigantesques, là les mecs, ils ont juste un mec avec une voiture télécommandée. Et puis allez hop, et sur la route, hein. La route est fermée juste pour ça. Puis après, vous êtes là, vous voyez passer un Starship. Putain, mais un autre monde, hein. Très très impressionnant. Donc ouais, sûrement que la semaine prochaine, on aura des news sur ça. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ce soir, je ferai du Warhammer. Demain, en début d'après-midi, je ferai du Shogun de Total War. En soirée,
En soirée, je ferai du Age of Empires 2 s'il y a des gens qui sont motivés pour venir jouer. Bientôt, ils vont construire un rail. Bah, ils ont même pas besoin de rail. Hein. Le rail, c'est les Russes ont un rail pour Soyouz à Baïkonour et tout. Mais le rail, c'est pas flexible. Là, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est super pratique ce qu'ils ont fait là. Ah, la route doit ramasser. Hein. Ça, sans aucun doute. Hein. À la force, vu l'échange, oui. Et on les connaît, les routes américaines. C'est un peu de la merde. Donc, ouais, les routes doivent ramasser, mais c'est super pratique, quoi. C'est tellement pratique ce qu'ils ont là, leur gros chariot. Bon, on s'arrête là. Ten Green, merci de ta présence. Puis pour les autres, bah, passez un bon week-end et puis peut-être à dans les prochains jours. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde.